Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 romans que je suis vraiment super contente de tourner. Alors comme vous le voyez, le micro que j'utilise habituellement, cette fois-ci je ne l'ai pas sur mon col parce que comme j'ai un col roulé, ça rend super moche. Donc je vais le tenir à la main, mais en fait j'aime bien, je trouve que ça me donne un petit air de journaliste d'investigation. Tout ça pour vous parler de bouquins. Bon, je propose qu'on commence tout de suite. Vous connaissez le concept, je vous parle de mes 5 dernières lectures. C'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est The Passing Playbook par Isaac Fitzsimmons. Donc c'est l'histoire de Spencer, qui est un jeune garçon trans de 15 ans, qui va dans une nouvelle école après avoir subi du harcèlement en raison du fait qu'il est trans dans son école précédente. Et donc là, il essaye de cacher le fait qu'il est trans parce qu'il a tout simplement pas envie qu'on l'embête. Et en fait, il a une passion pour le football, sauf que ses parents ne veulent pas qu'il rejoigne l'équipe parce qu'ils ont trop peur que justement on découvre qu'il est trans et qu'il soit harcelé à nouveau. Mais Spencer va quand même rejoindre l'équipe de football et il va faire la rencontre d'un garçon avec qui il va peut-être développer une amitié particulière. Voilà. Bon, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de ce livre. Je l'ai lu pendant les vacances, je l'ai lu vraiment très rapidement. Déjà, je pense que j'ai déjà commencé à oublier ce livre parce que ça commence déjà à dater un petit peu. Déjà, il y a beaucoup du livre qui tourne autour du football et alors, j'en ai rien à faire, donc ça m'ennuyait. Donc déjà, quand l'un des aspects principaux du livre ne nous intéresse pas, bon, voilà. J'étais attachée à aucun personnage en particulier. La famille de l'intérêt amoureux, donc du garçon dont pour qui Spencer va avoir des sentiments, est une famille extrêmement religieuse, mais dans le sens religieux américain, évangéliste, voilà. Donc forcément, ils ne seraient pas pour que leur fils sorte avec un autre garçon, encore moins un garçon trans. Mais j'ai l'impression que c'était vachement caricatural sur cet aspect. Je sais pas vraiment, parce qu'en même temps, je sais bien qu'il y a des gens qui sont vraiment comme ça, mais j'avais l'impression que c'était pas mal exagéré quand même. C'est surtout que j'ai déjà lu des romances entre garçons avec un des personnages principaux qui vient d'une famille très religieuse, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'était un peu une redite par rapport à ce que j'avais déjà lu. Et puis surtout, je n'ai pas aimé une des seules scènes où on voit vraiment la famille du gars. On a l'impression que c'est une famille où ils s'aiment pas, en fait. Je saurais pas comment décrire, surtout que ça fait quand même longtemps que j'ai lu le livre, donc peut-être que je réinterprète un peu après coup. Mais je me rappelle que j'avais lu cette scène et que je m'étais dit, mais on a l'impression que cette famille, ils ne s'aiment pas dans cette famille. On a l'impression qu'il n'y a pas d'unité familiale. Et du coup, on n'est pas étonné quand après la famille fait des choses horribles et on s'en fiche un peu que le personnage quitte sa famille parce qu'on se dit de toute façon cette famille est horrible. Mais ça me fait penser un peu à Autobiographie de Christina Loren, qui est un livre complètement différent, mais qui a cette thématique de un des deux personnages qui vient d'une famille très religieuse, en l'occurrence une famille de mormons. Et en fait, ce qui est super dur dans Autobiographie, c'est que Sébastien, il est très attaché à sa famille, il aime sa famille profondément, sa famille l'aime en retour, il y a un vrai lien, il a un lien à la religion, etc. Et c'est super dur pour lui de s'opposer à sa famille d'une manière aussi violente qui puisse potentiellement le séparer à jamais de sa famille, en fait. Et ça, c'est un aspect qu'on retrouve pas du tout dans ce livre. Mais peut-être que j'en demande trop, en fait, d'un livre pour ados. C'est sympathique, mais franchement, ça restera pas marqué dans ma mémoire. Voilà. On passe tout de suite à la lecture suivante, et là, je vais m'énerver. Ça me fait plaisir, ça faisait longtemps. Alors, si vous me connaissez dans la vraie vie, ou si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, si vous me suivez sur mon blog, il est probable que vous ayez déjà entendu mon aversion pour la série La Sélection de Kirakas. Alors, c'est une trilogie, voilà, qui a eu un énorme succès, et je ne supporte pas cette trilogie, je l'ai trouvée nulle.
Et je me permets de le dire haut et fort parce que c'est une série qui a eu beaucoup de succès. Je me permettrai pas de cracher comme ça sur un bouquin qui a pas eu beaucoup de succès. Mais vu le succès phénoménal que cette série a eu, je m'en donne à cœur joie. Et puis, comme je suis un petit peu masochiste, je me suis dit que j'allais lire le tome 4. Pourquoi pas ? En fait, mon amie Les Pieds sur la Lune m'avait conseillé de lire le tome 4 en me disant que elle avait bien aimé cette deuxième duologie, en fait. Donc ça se passe dans l'univers de la sélection, et ça se passe avec la fille de Americana et de Maxon, qui s'appelle Eadlyn. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les prénoms ? Entre la mère qui s'appelle Americana, et sa fille qui s'appelle Eadlyn. Bref, c'était une bouse, hein, finalement. Ah, mais une bouse. Mais le pire, vous savez ce qui est pire ? C'est que le tome 3, il était profondément nul. Mais vraiment, vraiment, vraiment le tome 3 de la sélection, et le tome 2 aussi, mais vraiment un niveau vraiment que j'ai rarement eu l'occasion d'expérimenter en matière de livres. Mais il y avait quelque chose qui me poussait à aller au bout. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'avais quand même envie de savoir la fin, même si c'était à chier. Et surtout, j'avais envie... J'avais pas encore créé mon blog à cette époque. Je commençais tout juste mon blog et ma chaîne YouTube. Et j'avais envie d'écrire un de mes premiers articles de blog où j'incendiais un livre. Ça peut paraître stupide, ça peut paraître futile, ça peut paraître même un peu méchant. Mais sachez que c'est une de mes motivations premières quand je n'aime pas un livre pour le terminer. Qu'est-ce qui est de mieux que de se plaindre, finalement, d'un livre d'autant plus ? Donc, ces tomes 2 et tome 3 de la section, au moins, il y avait une motivation, il y avait un but, il y avait une envie de savoir la fin. Ce tome, aucune envie de le finir. Je l'ai fini, mais l'héroïne était tellement insupportable que j'aurais pas hésité une seconde à refermer ce livre et à le laisser dans mon coin. Une des pires choses qui me sont arrivées pendant la lecture de ce livre, c'est que je l'ai lu pendant que j'étais chez mes parents. Je suis pas souvent chez mes parents. J'ai pas souvent accès aux médiathèques de la ville de mes parents. Quand je pense que j'ai gaspillé une des rares lectures que j'ai pu faire pendant ce temps-là, avec cette lecture, ça m'enrage un peu. Et d'ailleurs, tout le monde, toute ma famille me disait, mais pourquoi est-ce que tu continues à lire ce livre que tu n'aimes pas, que tu sais que tu ne vas pas aimer ? C'est-à-dire que je l'ai emprunté en me disant, je ne vais pas l'aimer. C'est dingue. C'est quoi mon problème ? Bon, venons-en aux faits, hein. C'est bien beau que je vous dise que je l'ai pas aimé, mais faut que je vous explique un petit peu pourquoi. Bon, alors, je sais pas, peut-être que j'ai déjà dit que Americana, l'héroïne de la première trilogie, était insupportable. Je retire tout le mal que j'en ai dit, hein. Je retire Americana est une sainte, une jeune fille parfaitement équilibrée et adorable dont on a envie de devenir l'amie, à côté de sa fille. Une meuf pourri gâtée qui a été éduquée dans un luxe monstrueux, qui chouigne tout le temps. Je suis stressée. Oh non, je voulais pas être héritière du trône, trop dur ma vie, voilà. Qui est méchante et insupportable avec tout le monde, mais vraiment méchante. C'est-à-dire qu'il y a une fille dans ce livre, alors je me rappelle plus son nom, mais en gros, c'est genre la fille d'une personne qui travaille dans le palais pour ses parents, et elle a genre 15 ans, c'est une ado, et en fait, elle est super fan de héroïne, elle est fan de la famille royale, elle les suit partout et tout, et en fait, en vrai, cette fille, elle a pas l'air très méchante, quoi. Les scènes où elle est décrite, elle a l'air... ça a l'air d'être un peu une peste, mais une peste de 15 ans, quoi. Et Éowyn, mais la rabaisse, elle la traite d'une façon, mais vraiment qui me dégoûte quand j'en parle, genre, ça, je la trouve, mais super méchante. Elle est méchante avec son frère, la manière dont son frère est amoureux d'une fille qui est genre la princesse de France, je crois, du royaume de France. Et genre, elle est pas sympa avec cette fille parce elle me vole mon frère. Oh là 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 là, mais elle est vraiment insupportable. Et le pire, c'est que Americana et Maxon, donc le roi et la reine, hein, sont en mode, ma pauvre chérie, tu es tellement bien, tu es quelqu'un de tellement extraordinaire, je sais que c'est dur pour... Non, arrêtez, votre fille est insupportable. Et en plus, elle se plaint que le peuple ne l'aime pas, alors qu'il y a toutes les raisons du monde que le peuple ne l'aime pas. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que cette intrigue politique ? Non mais déjà, dans la sélection, ça volait pas haut. Déjà, l'intrigue politique, t'avais l'impression que tout ce qu'ils faisaient, le roi et la reine, tout ce qu'ils faisaient toute la journée, c'est « je signe des documents, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je signe des documents, je suis très très sérieux ». Déjà, dans la sélection, il y avait une intrigue politique que je trouvais incroyable, c'était la rébellion. Donc il y avait la rébellion,
qui en gros rentrait dans le palais et agressait des gens, tuait des gens. Dans la sélection, dans le tome 2 ou le tome 3, il rentrait dans le palais 5 fois par tome. T'as des rebelles qui rentrent dans le palais. C'est comme s'il y avait des terroristes qui rentraient dans l'Élysée, là, comme ça, tous les jours. Mais révisez votre sécurité, les gars, qu'est-ce que vous faites? N'importe quoi. Et bien là, donc là, déjà, ça, c'était l'intrigue politique de la sélection de la série de base, voilà. Là, on a une rébellion du peuple parce qu'on a un système de caste qui a été détruit et des gens qui finalement ne se retrouvent plus dans ce nouveau système et qui aimeraient retourner au caste. Que faut-il faire dans cette situation-là? Vous avez 2 minutes, vous êtes politicien. Bon, je ne sais pas, moi, aller au contact du peuple, demander ce qu'ils veulent, essayer de comprendre quels sont les modèles sociaux et socio-économiques et politiques en place qui font que ça ne marche pas, ce nouveau système. Réfléchir à des moyens de mettre en place ce nouveau système hors caste plus doucement pour que les gens aient le temps d'y s'y habituer. Non, ils organisent une série de télé-réalités en mettant leur fille en scène pour qu'elle épouse quelqu'un, et ils espèrent calmer le peuple comme ça. Du pain et des jeux. Quand je pense qu'il va y avoir un film ou une série, je sais plus, de cette série de livres, ça me déprime. Les candidats n'ont aucun intérêt. Ils sont là, ils sont beaux, ils font des blagues de temps en temps. Et il y a un moment dans l'intrigue où elle est en mode « En fait, finalement, je suis tombée pour cette sélection. Je suis tellement contente de la faire auprès de ces beaux garçons. » Mais ce truc arrive comme ça, genre elle change d'avis sur la sélection sans aucune vraie raison apparente, genre elle a lié aucun vrai lien avec les candidats. C'est trop bizarre. Et j'ajoute à cela que dès l'apparition d'un certain personnage masculin dans les 30 premières pages du bouquin, j'ai su que c'est avec lui qu'elle allait finir. D'accord? Donc je n'ai pas lu le tome 2 et je sais déjà qu'elle va finir avec celui-là. Franchement, si j'ai tort dans mes pronostics, je ferai des excuses officielles sur cette chaîne envers toute la série de la sélection. Ça va? Peut-être que je vais pas laisser cette partie au montage. Je propose qu'on arrête de parler de cette série parce que je ne suis même plus énervée. Il ne reste que l'amertume. Non, mais ce qui me rend folle avec cette série, c'est le succès que ça a eu, en fait. Ça me rend folle. Pas que des gens aient aimé, parce que, cool pour eux. Pas que l'autrice ait du succès, parce que cool pour elle. Ce qui me rend folle, c'est que ce bouquin soit passé devant des tas de livres géniaux, bien écrits, avec des bonnes intrigues. Et là, j'ai l'impression que, avec des bouquins comme ça, j'ai l'impression qu'on prend les lecteurs mais pour des quiches, et le pire c'est qu'on tombe dedans. Et ça m'énerve vraiment. C'est-à-dire que on nous donne un truc, mais on nous vend ça comme une histoire de princesse, donc on fonce dessus. Il y a un style d'écriture ultra pauvre, une héroïne insupportable, des personnages pas intéressants, une intrigue politique nulle, et ça arrive à se vendre, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, bref, passons à la suite, et le livre suivant est une très bonne lecture, donc j'ai hâte de vous en parler, ça va un peu m'apaiser. Ma lecture suivante, c'est Prospérine, et la phrase sans point de Laure d'Argelos. Alors, ce livre, je l'ai reçu dans des circonstances un peu particulières parce qu'en fait, la maison d'édition Rivka a organisé un concours sur Instagram avec Faber-Castell pour gagner ce livre et des feutres Faber-Castell. Et en fait, j'ai gagné, donc j'étais trop contente. C'est la première fois de ma vie que je gagnais un concours sur Instagram ou même un concours tout court. Et donc, j'étais vraiment super contente. Et c'est grâce à ce concours que j'ai pu lire ce livre et que je l'ai découvert. En plus, il est dédicacé par l'autrice, enfin, trop cool. Ce livre est vraiment ultra original. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que chaque livre que vous possédez, chaque papier que vous avez imprimé, est en fait maintenu en état par des personnes minuscules qui vivent à l'intérieur des pages, qui vivent dans les mots. Donc c'est dans cet univers que se passe Prospérine, Prospérine, c'est une jeune fille qui tient une boutique de fleurs et elle habite dans une ville qui s'occupe, dans un petit village qui s'occupe uniquement d'un manuscrit écrit par un manuscrit romantique écrit par une jeune femme, qui est un manuscrit qui n'a jamais été terminé. Et un jour, ce manuscrit est en danger et donc Prospérine ainsi qu'un jeune garçon appelé Honoré vont aller essayer de sauver le village et ce manuscrit, le tout saupoudré de quelques meurtres et de quelques mystères à résoudre. C'était une histoire mais vraiment géniale, alors surtout dans la forme. Alors en fait,
L'autrice joue énormément avec les mots, avec la forme des mots. On retrouve beaucoup de jeux de mots, de palindromes, de calligrammes, de tas de choses comme ça, beaucoup de calligrammes surtout. Par exemple, on a les gens qui habitent à la capitale s'expriment tous avec une capitale, donc une capitale au début de chaque mot. Donc ça veut dire que s'il y a écrit dans le texte « Bonjour, je m'appelle Paper », eh bien chaque mot aura une majuscule. Parce qu'ils viennent de la capitale. Voilà, je trouve ça génial. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui parlent en italique, il y a des gens qui parlent de différentes manières. Les noms de famille notamment, donc par exemple si vous êtes de la famille italique, le nom de famille italique est écrit en italique. Il y a la petite sœur qui sait pas bien parler encore et pas bien écrire, qui parle avec des fautes d'orthographe. Il y a le frère de Prospérine qui a avalé un dictionnaire quand il était petit et donc il s'exprime uniquement avec des mots très compliqués. Il ne peut pas faire autrement. Bref, c'est vraiment un univers super chouette. Une histoire vraiment palpitante, plein d'idées d'écriture qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres livres dans cet univers parce que ça me semble pas tout à fait impossible, même avec d'autres personnages, pourquoi pas, mais vraiment une chouette histoire que j'ai beaucoup aimé découvrir et j'ai pris un grand plaisir à lire et j'y repense encore souvent et c'était vraiment chouette, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. Alors ensuite, la lecture suivante, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne puisqu'il s'agit des Facétieuses de Clémentine Beauvais. Cette lecture était incroyable. Je pense que ça va être ma meilleure lecture de l'année 2022 tout simplement parce que ce livre était absolument phénoménal. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo où je vous parlais de Clémentine Beauvais et par quel livre de Clémentine Beauvais est-ce que vous pourriez commencer si vous n'aviez jamais rien lu d'elle. Ce livre est absolument phénoménal, pour moi le meilleur Clémentine Beauvais à ce jour, hein. À voir ce qu'elle va se publier par la suite. On est sur une histoire incroyable à la mêlée entre autobiographie, fantastique, fantasy, avec beaucoup d'humour, une touche d'humour social, un peu de politique, enfin vraiment un tas de choses. Ce livre, c'est beaucoup de choses en même temps, condensées en même temps. Clémentine Beauvais a une manière d'écrire qui fait qu'elle nous convainc absolument de tout ce qu'elle dit. Ça veut dire qu'au début, elle nous explique, du coup, on est dans le monde actuel, et avant, à l'époque de Louis XIV, à l'époque de Versailles, les nobles avaient des marraines de la bonne fée, donc des femmes avec des pouvoirs magiques qui s'occupaient, voilà, des enfants du berceau à l'âge adulte et qui les protégeaient et qui faisaient notamment en sorte qu'ils restent en haut de l'échelle sociale. Et donc Clémentine Beauvais, qui est la protagoniste de cette histoire, se pose des questions sur les marraines de la bonne fée, et notamment sur une en particulier, la marraine de la bonne fée du jeune roi Louis XVII, qui est mort enfant de manière assez terrible, et elle se demande, voilà, mais où était donc la marraine de la bonne fée de ce jeune dauphin? C'était une lecture incroyable, et surtout tous ces événements autour des marraines de la bonne fée, on y croit, mais vraiment, ça veut dire qu'au début, je me disais, mais c'est pas vrai, c'est possible, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais plus, est-ce que c'est une fiction que je suis en train de lire, ou est-ce que c'est une non-fiction, est-ce que je suis en train de lire un essai? Et cette ambiguïté se poursuit jusqu'à la fin, jusqu'au remerciement dans toutes les parties du livre. Je trouve ce livre était incroyable. En plus, Clémentine Beauvais, il glisse plein de références à plein de sujets, à plein de choses, à certains de ses anciens romans, à d'autres livres, à d'autres auteurs de littérature jeunesse. Donc elle cite notamment Timothée de Fontbelle, Suzy Morgenstein, Mario Dumurail, Jean-Claude Morleva, que des auteurs ultra célèbres et géniaux dans ce qu'ils font et en littérature jeunesse. Franchement, j'ai pas assez de temps pour vous dire tout le bien que je pense de ce livre. Tellement il était incroyable, tellement il m'a bouleversée, tellement il était magique. J'ai fini ce livre, je l'ai refermé, j'ai sauté de joie partout dans ma chambre. J'étais juste trop heureuse, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce livre. C'est un livre qui rend heureux. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de conclure que de dire lisez ce livre. Et c'est tout, et on finit là, allez hop. J'adore quand dans les vidéos 5 romans, il y a des livres qui ne sont pas des romans. On va parler de The Defining Decade de Meg Jay. Donc en fait, c'est un livre qui parle de
comme elle dit dans le livre, nos 20s, donc notre vingtaine, voilà, c'est ça le mot français. Donc en fait, elle parle de la vingtaine, de qu'est-ce que c'est que d'avoir 20 ans, donc de 20 ans à 29 ans, et quels sont tous les processus biologiques qui se passent dans notre cerveau pendant cette période, et pourquoi est-ce que c'est vraiment les 10 ans les plus importants de notre vie, que c'est là qu'on doit faire toutes nos décisions, comprendre nos décisions les plus importantes. Et elle donne voilà plein d'avis en tant que psychologue, en tant que personne qui a travaillé beaucoup avec des personnes qui ont la vingtaine. Elle donne ses conseils sur les choses à faire et à ne pas faire, les choses qui peuvent être bonnes pour notre développement dans cette période de notre vie, donc que ce soit sur le plan professionnel, amical, amoureux, au niveau des études, au niveau de plein de choses psychologiques, voilà. C'est une lecture que j'ai bien aimée, c'était intéressant, j'ai appris pas mal de choses, voilà, mais sans forcément plus. Je dirais que ce livre a un gros point fort et un gros point faible. Il a un gros point fort, c'est qu'il tente vraiment de s'adresser à son public et qu'il donne certains conseils, certains avis qui sont vraiment efficaces, qui marchent vraiment. J'ai notamment beaucoup aimé le chapitre sur ce qu'elle appelle les liens faibles. Ce sont toutes ces personnes qu'on connaît, mais pas vraiment en même temps. Des personnes qu'on connaît, mais dont on n'est pas proche. Donc, l'ami de notre mère, un voisin, un collègue avec lequel on n'a jamais vraiment parlé, tous nos amis d'amis, toutes ces personnes qu'on connaît de vue mais sans plus, et comment c'est grâce à ces personnes qu'on peut réussir à saisir des opportunités dans notre vie de tous les jours. Donc ce chapitre-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Un des aspects de ce gros point fort, je disais, de ce livre, c'est que il est extrêmement clair, hein. Elle va droit au but, tout est clair, tout est compréhensible, les points viennent les uns après les autres, tchac, c'est extrêmement précis, bien structuré. Vraiment, pour ça, une bonne lecture qui, je pense, est positive et qui m'a apporté des choses, qui m'a apporté ce que j'en attendais, en fait. C'est-à-dire que je n'attendais pas de cette lecture qu'elle me change la vie, mais j'attendais quelques clés de compréhension sur certains sujets et j'ai reçu ces quelques clés de compréhension. Maintenant, le gros point négatif de ce livre, c'est que il est un peu prétentieux et surtout, il ne prend pas en compte plein de choses. Notamment, il prend pas en compte certains aspects de notre société. Par exemple, elle va nous dire ne choisissez jamais un travail comme un travail à Starbucks ou un travail de barista ou quelque chose dans le genre. Ce sont des boulots qui ne vous apportent rien au niveau du monde du travail. Choisissez plutôt un travail, un job qui va avec vos études, etc. Même s'il rapporte moins, vous verrez sur le long terme, ça vous rapportera plus. Alors déjà, tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir un job qui va dans le sens de ses études, qui va dans le sens de ce qu'on va faire plus tard. Et ensuite, tout le monde n'a pas les capacités financières non plus. Il y a des gens qui doivent avoir plusieurs jobs, parfois des jobs pas terribles, mais tout simplement pour vivre. Je trouve aussi qu'il y a une certaine par exemple, à un moment, elle donne l'exemple de cet homme qui a 40 ans et qui est vendeur de vélo ou quelque chose. Et j'ai lu ça et je me suis dit, c'est quoi le problème d'avoir 40 ans et d'être vendeur de vélo? Heureusement qu'il y a des gens qui sont vendeurs de vélo, on a besoin de vendeurs de vélo. Et j'avais l'impression qu'elle était un peu... Il y a ceux qui ont réussi dans leur vingtaine et qui ont les jobs, voilà, et puis il y a ceux qui n'ont pas trop réussi, qui ont gâché un peu leurs années et qui, là, à 30-40 ans, regrettent. Et je me dis, en fait, tout le monde n'a pas envie de devenir CEO, tout le monde n'a pas envie de devenir avocat, tout le monde n'a pas envie d'être à des places ultra hautes dans nos sociétés, en fait. Il y a des gens qui aspirent à une vie simple, et c'est très bien aussi, quoi. Et puis on a aussi besoin de gens qui sont à des places plus simples dans la société, on a aussi besoin de métiers de l'ombre. On peut pas fonctionner avec que des gens qui sont docteurs et physiciens et CEO de grandes compagnies. C'est pas possible. Bref, cet aspect, il m'a un peu agacée et j'ai vu plusieurs commentaires, notamment sur Goodreads de ce livre, justement, de gens qui disaient ça, de gens qui disaient aussi qu'elle prenait pas du tout en compte l'aspect ethnique de la chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais en fait ce livre s'adresse à des personnes blanches de la classe moyenne privilégiées et ces personnes-là, peut-être ce livre pourra les aider, mais les autres, voilà.
Et en fait c'est vrai, voilà, bon, je fais partie, je suis une personne blanche d'une classe plutôt privilégiée. Donc, j'ai trouvé des clés dans ce livre, mais c'est vrai que quand on regarde à ce livre de manière purement objective, c'est vrai qu'il n'est pas du tout adapté pour tout le monde. C'est aussi très américano-centré, ça je l'ai beaucoup senti. Donc par exemple, elle a fait de longs chapitres sur la dette étudiante, etc. que on est bien content dans certains pays d'Europe de ne pas avoir. Elle parle beaucoup de certains aspects qui sont vraiment inhérents à la vie aux États-Unis. Et donc là-dessus, je me suis pas trop retrouvée. Mais bon, voilà, je l'ai pas pris non plus mal. Les exemples qu'elle donnait, je les ai trouvés pas mal. J'étais prise dedans. J'aimais bien les parties avec les exemples, même plus que les parties où elle expliquait. Le livre a tendance à être un peu redondant. Donc en fait, ce que je vous propose, plutôt que de lire ce bouquin, qui est sympa, hein, que je recommande plutôt même, mais qui est plutôt redondant, je vous recommande plutôt de voir le TED Talk que l'autrice a donné il y a quelques années, à peu près en même temps que la sortie de son livre. Et en fait, ce TED Talk, c'est en gros un condensé de ce qu'elle dit dans le bouquin. Et donc ça dure, je crois, 30 minutes. Et en 30 minutes, vous avez l'intégralité du bouquin. Donc si vous voulez un peu les infos essentielles du bouquin et piocher dedans, si vous êtes dans votre vingtaine, ça vous intéressera sûrement. Allez voir ce TED Talk, je vous le mets de toute façon là dans le petit i, je vous le mets, je crois que c'est là ou là, je crois que c'est là. Je vous le mets de toute façon dans le petit i, vous verrez bien, mais je vous conseille presque plus de voir ce TED Talk que de lire son livre en fait. Mais c'était quand même plutôt intéressant, même si un peu biaisé quand même. C'est déjà la fin de cette vidéo 5 romans, merci beaucoup de l'avoir suivi. La luminosité a beaucoup baissé depuis que j'ai commencé cette vidéo. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!